Alors, le droit des contrats. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. Mais en vrai, c'est partout, tout le temps, dans notre quotidien. Et puis, c'est un gros morceau pour le bac, donc autant s'y mettre sérieusement. Allez, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement, pour que tout soit clair. Franchement, qui ne s'est jamais demandé une promesse, ça vaut quoi au juste? Est-ce que c'est juste des mots en l'air? Eh bien, en droit, cette question est super importante. C'est même la base de tout. À quel moment une simple parole se transforme en un truc super sérieux? Un engagement qui a force de loi. C'est exactement ce qu'on va explorer. Ok, première étape. Pour savoir quand une promesse nous engage vraiment, il faut qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est un contrat. Pas au sens de tous les jours, mais d'un point de vue purement juridique. Alors, on commence par la base, la définition. Voilà, la définition officielle. Un accord de volonté pour créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien plus qu'une simple promesse, c'est un vrai pacte. Et le but, c'est de créer des obligations. Payer un loyer, livrer une pizza, réparer une voiture, tout ça, ce sont des obligations. Et elles naissent d'un contrat. Et pour se mettre d'accord, pas besoin de sortir le grand jeu à chaque fois. Évidemment, quand on signe un papier, c'est clair, net et précis. Mais le droit est plus malin que ça. Pensez-y, quand on prend un croissant à la boulangerie et qu'on le pose sur le comptoir, on ne dit pas forcément « Bonjour, je souhaite conclure un contrat de vente ». Non, le simple geste suffit. C'est ce qu'on appelle un comportement qui ne laisse aucune place au doute. L'intention est limpide, même sans un mot. Alors là, attention, deux mots super importants à bien comprendre, créancier et débiteur. Le créancier, c'est celui qui peut exiger quelque chose. Le débiteur, c'est celui qui doit faire quelque chose. Prenons un exemple tout simple, une vente. Le vendeur attend l'argent. Il est donc créancier du CRI. Mais il doit donner l'objet. Il est débiteur de l'objet. Et pour l'acheteur, c'est l'inverse. Il est créancier de l'objet, mais débiteur du prix. Vous voyez, les rôles s'échangent, c'est souvent donnant-donnant. Bon, on a notre accord de volonté. Super. Mais attention, ce n'est pas suffisant pour que ça tienne la route légalement. Pour que la loi reconnaisse cet accord comme un vrai contrat, il y a des règles à respecter. Pensez à ça comme à une construction. Il faut 3 piliers, 3 fondations absolument indispensables pour que tout tienne debout. Et ces 3 piliers, les voilà. Le consentement, la capacité et le contenu. C'est un peu la checklist que le droit utilise pour chaque contrat. Et je vous préviens, il ne faut en oublier aucun. S'il en manque un seul, eh bien tout l'édifice s'écroule. Le premier pilier, le consentement, c'est vraiment le cœur du réacteur. Il doit être donné librement, sans pression et en connaissance de cause. Mais qu'est-ce qui se passe si le consentement est vicié? La loi a identifié 3 grands poisons du consentement. L'erreur, on s'est trompé sur un élément crucial. Le dol, on nous a menti, on nous a trompé volontairement. Et la violence, on nous a forcé la main avec des menaces. Si l'un de ces 3 vices est présent, le contrat est sur la sellette. Deuxième pilier, la capacité. Pour faire simple, c'est le droit d'avoir le droit de s'engager. En principe, à partir de 18 ans, tout le monde l'a. Les exceptions, ce sont les mineurs et certains adultes sous protection juridique, comme une tutelle. Et c'est logique, la loi les protège pour éviter qu'ils ne signent des contrats qui pourraient leur nuire. Et le troisième et dernier pilier, le contenu. Là, la règle est simple. On ne peut pas faire un contrat pour n'importe quoi. L'objet du contrat doit être légal, licite. On ne peut pas conclure un contrat pour vendre quelque chose d'interdit par la loi. L'exemple de la vente d'organes, c'est un cas d'école, bien sûr. Mais ça montre bien le principe. Un tel contrat serait tout simplement inexistant aux yeux de la loi. Ok, on a nos 3 briques, nos 3 conditions de validité. Maintenant, essayons de prendre un peu de hauteur. Le droit des contrats, ce n'est pas juste une liste de règles à cocher. Il y a une vraie philosophie derrière, des grands principes qui donnent tout leur sens au reste. Et le principe numéro 1, la pierre angulaire de tout le système, c'est ce qu'on appelle l'autonomie de la volonté. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est toute simple. On n'est obligé que parce qu'on l'a bien voulu. La source de l'engagement légal, c'est notre propre volonté. Le contrat nous lie parce qu'on a librement choisi qu'il nous lie. Et ce grand principe, il a des conséquences directes et très concrètes. D'abord, la liberté contractuelle. En gros, on est libre de contracter ou pas, avec qui on veut et sur ce qu'on veut. Logique. Et ensuite, le consensualisme. On en a déjà un peu parlé. L'idée, c'est que le simple échange des volontés suffit. Pas besoin de paperasse dans la plupart des cas. L'exemple de la baguette de pain est parfait. On se met d'accord et bim, le contrat est formé. Donc, on a utilisé notre liberté. On a donné notre consentement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le contrat devient une sorte de loi privée entre les parties. C'est la force obligatoire. Une fois signé, on ne peut plus reculer sur un coup de tête. L'engagement pris doit être respecté. Il a la même force qu'une loi. Et le dernier grand principe, qui est une sorte de fil rouge, c'est la bonne foi. Ça veut dire qu'il faut être honnête, loyal, transparent, du début à la fin du contrat, pendant les négociations, pendant l'exécution, tout le temps.
Un vendeur qui cache un défaut connu de la voiture qu'il vend, c'est un manque de bonne foi. C'est une obligation de jouer carte sur table. Bon, on a vu les règles du jeu quand tout se passe bien. Mais que se passe-t-il quand ça dérape? Qu'est-ce qui arrive si l'un de nos 3 piliers, le consentement, la capacité ou le contenu, est bancal ou carrément absent? La sanction est radicale, c'est la nullité. Imaginez un gros bouton « Reset ». On appuie dessus et le contrat est effacé comme s'il n'avait jamais existé. On rembobine tout. Et la conséquence directe, c'est que chacun doit rendre ce qu'il a reçu. On remet les compteurs à zéro. Attention, petit piège, il y a nullité et nullité. Il faut distinguer 2 types. D'un côté, la nullité relative. Elle est là pour protéger une personne en particulier, un intérêt privé, par exemple la victime d'un mensonge. Seule cette personne peut demander l'annulation. De l'autre côté, on a la nullité absolue. Là, c'est beaucoup plus grave. On ne protège plus une personne, mais la société tout entière. Un contrat avec un contenu illégal, ça touche à l'ordre public. Du coup, n'importe qui ayant un intérêt peut demander son annulation. Maintenant qu'on a vu les règles générales, faisons un zoom sur un type de contrat qu'on passe notre temps à conclure, parfois sans même s'en rendre compte. Un contrat avec des règles un peu spéciales, justement parce qu'il y a un déséquilibre au départ. Je parle bien sûr du contrat de consommation. D'un côté, on a un professionnel qui connaît son produit, les lois, etc. De l'autre, un consommateur qui achète pour son usage personnel. La loi part du principe que le consommateur est la partie faible, qu'il y a un déséquilibre. Et c'est justement pour rétablir cet équilibre que des règles de protection spécifiques existent. Et l'une des protections les plus connues, surtout quand on achète en ligne ou par téléphone, elle tient en un seul chiffre. Un chiffre magique à retenir absolument. Ce chiffre, c'est 14. 14 jours. C'est le délai du fameux droit de rétractation. Concrètement, ça veut dire que pour tout achat fait à distance, sur Internet, par téléphone, on a 2 semaines pour changer d'avis. Pas besoin de donner de raison, on renvoie le produit et on est remboursé. C'est une protection hyper importante, un véritable filet de sécurité pour le consommateur. Ok, on arrive au bout de notre parcours. Pour que tout ça soit bien ancré avant l'épreuve, on va faire une petite récap des points clés. C'est votre fiche de survie, la checklist ultime pour le bac. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête? D'abord, ce qu'est un contrat et qui est créancier au débiteur. Ensuite, les 3 conditions de validité, le trio indispensable, consentement, capacité, contenu. N'oubliez pas les vices qui peuvent tout gâcher, erreur, dol, violence. Puis les grands principes, la liberté grâce à l'autonomie de la volonté, la force obligatoire et la bonne foi. Et enfin, la sanction si ça ne va pas, la nullité, qu'elle soit relative ou absolue. Et bien sûr, le cas spécial du contrat de consommation, avec son droit de rétractation. Si vous avez tout ça, franchement, vous êtes bien armé. Pour finir, on pourrait croire que tout ça, c'est juste de la technique juridique un peu aride. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est la mécanique invisible qui fait tourner notre société. C'est l'huile dans les rouages des échanges, ce qui nous permet de nous faire confiance les uns les autres. Au fond, maîtriser les règles du contrat, c'est tout simplement comprendre les règles du jeu de la vie en société.